Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Quelques mots avant de vous laisser écouter ce podcast pour vous informer qu'en raison des contraintes sanitaires, cette interview a été réalisée masquée mi-mars dans le salon d'un hôtel à Paris. Nous avons eu quelques bruits de fond entre la 4e et la 6e minute. Après, tout se calme et vous pourrez profiter pleinement de cette rencontre. Aujourd'hui, j'accueille Séverine Kodjo-Granvaux sur So Sweet Planet, philosophe et chercheur associé au laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie de l'Université Paris 8, mais aussi auteur de l'essai Philosophie africaine paru en 2013 et qui a co-dirigé l'ouvrage Droit et colonisation en 2006. Séverine Kodjo-Granvaux a aussi été rédactrice en chef des pages Culture de Jeune Afrique et actuellement journaliste pour le journal Le Monde. Je la reçois sur So Sweet Planet pour parler de son nouveau livre Devenir vivant, dans lequel elle nous propose des pistes à explorer pour mieux respirer au sens large dans les années qui viennent. Bonjour Séverine. Bonjour Anne. L'une des devises de So Sweet Planet, c'est de penser en dehors de la boîte, selon la formule consacrée en anglais. Et là, je crois que votre travail correspond tout à fait. On peut dire ça ? On verra quel est le format de la boîte. Oui. Des boîtes de chacun. Alors, je vais lire la 4e de couverture, qui est donc ce qui est sur la dernière page de la couverture de votre livre. Notre monde suffoque, tandis que la Terre est exploitée sans limite par une course effrénée aux richesses. De trop nombreuses populations vivent dans une grande pauvreté, subissent discrimination ou violence. Que l'on se situe d'un point de vue social ou environnemental, l'urgence s'impose de construire un monde qui établisse de nouvelles relations avec le vivant. C'est là un des défis majeurs du XXIe siècle. Cet essai appelle à porter sur la nature un regard nouveau, radicalement différent de celui qui a permis à la modernité occidentale de piller une large part de la planète et de l'humanité. Il nous invite à réaliser que nous ne sommes pas hors de l'univers ni dans l'univers, nous sommes l'univers. Séverine Kodjo-Granvaux plaide pour une nouvelle manière d'être au monde en vibrant avec le tout vivant. Pas seulement en harmonie avec le cosmos, mais surtout en éveil, à l'écoute, dans l'attention, entrer en résonance et transformer l'écologie en une écologie, E-C-H-O-L-O-G-I-E. Alors, pourra-t-on sortir de soi et habiter pleinement le monde pour être enfin et devenir vivant ? Voilà. Quel programme ! Quel programme ! Votre livre s'ouvre avec une petite phrase en 3 mots. Notre monde suffoque. Et vous poursuivez sur la page suivante. Que l'on se situe d'un point de vue social ou environnemental, l'urgence semble bien être de construire un monde qui respire, qui aspire à de nouvelles relations entre humains, certes, mais aussi avec le reste du vivant. Modifier nos manières d'être et de faire ne peut se réaliser ni même se concevoir sans remettre en question les paradigmes et les croyances qui nous conduisent à de telles situations. Et l'un d'entre eux, aussi surprenant que cela puisse être, est, me semble-t-il, celui de nature. La clé d'une meilleure relation au vivant se situe dans un changement épistémique radical qui renoncerait à ce concept de nature que la modernité occidentale a forgé pour mieux exploiter la Terre et une large part de l'humanité. Alors là, vous rejoignez donc les constats que l'on commence à entendre, heureusement, un peu partout sur la planète, même si c'est encore timide et que tout reste à faire, mais vous y ajoutez d'autres dimensions, et notamment un point qui va nous expulser de la boîte dont on parlait, si l'on accepte de vous suivre, et ça va nous ouvrir bien grand, je pense, d'autres horizons. Il s'agit de notre condition cosmique. Qu'est-ce que vous appelez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous appelez notre dimension cosmique ? Merci pour cette présentation, Anne. La condition cosmique, c'est cette idée de se rappeler qu'on habite la Terre, certes, mais que la Terre est d'abord et avant tout une planète et qu'elle se situe dans un univers et qu'elle n'est pas à part de cet univers, mais qu'elle est liée à cet univers et qu'elle est liée à son positionnement, à l'influence des astres
Et on sait très bien que, par exemple, si on n'avait pas le soleil, les plantes ne pourraient pas faire ce processus de photosynthèse et donc produire la vie. Oui, on va en parler. Qu'on dépend de la lumière pour grandir, pour s'épanouir. On a besoin de la vitamine D qui vient du soleil. Et on sait aussi que, des études scientifiques sont en train de montrer que la Lune peut avoir des influences sur la qualité de notre sommeil. On sait qu'en fonction de son positionnement par rapport à la Terre, si elle est plus ou moins proche de la Terre, en fait, l'hormone du sommeil va être plus ou moins produite par notre corps, et donc on aura une qualité de sommeil qui sera plus ou moins meilleure. Et puis, c'est aussi repenser que les astrophysiciens ont cette très belle phrase pour dire qu'on est les petits-enfants des étoiles, ou que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et c'est rappeler que la Terre est née de l'explosion des méga-étoiles, que lors de cette explosion, ces étoiles ont produit de l'or, du silicium, du magnésium, du carbone, etc. Il y a toute une soixantaine d'éléments comme ça, chimiques, organiques, qui constituent la Terre, mais qui constituent aussi notre propre corps. Et que du coup, il y a une unité ontologique, matérielle, entre ces étoiles, la Terre et l'ensemble du vivant. Donc c'est réellement rappeler ce lien d'interdépendance, et que nous ne sommes pas isolés dans l'univers, mais que nous sommes aussi le produit de l'univers. Vous nous invitez dès les premières pages à penser contre la nature. Qu'est-ce que ça signifie, penser contre la nature ? Je voulais, avec cette phrase un petit peu provocatrice, je voulais rappeler que la nature est un concept qui a été forgé sous la modernité, et rappeler aussi que la civilisation occidentale, la culture occidentale, est une des rares, sinon la seule, si on suit en cela Philippe Descola, à avoir séparé nature et culture, et que l'homme se situerait du côté de la culture, en dehors de la nature, et la nature devient tout ce qui est extérieur à l'homme. Et ça va même donner un petit peu plus tard cette idée d'environnement, comme si l'humanité vivait en quelque sorte en dehors de la nature. Et je voulais au contraire amener à repenser le lien extrême qui nous lie à la nature, et pour rappeler d'abord que nous sommes aussi la nature, et qu'en cela, la culture, par exemple, est le produit d'un élément naturel qui est l'humain. Donc c'est d'abord nous rappeler que nous sommes des vivants, et qu'en ça on fait partie du vivant, et qu'on n'est pas exceptionnel sur cette terre. Et puis c'est aussi mettre le doigt sur ce qu'est devenu cette nature, c'est-à-dire ce concept de nature sous la modernité. C'est quelque chose qui est extérieur à l'homme, mais c'est aussi quelque chose que l'homme va vouloir maîtriser et dominer. Et il y a cette phrase très célèbre de Descartes qui invite à l'homme à devenir comme maître et possesseur de la nature. En fait, ce qui se passe sous cette période-là, c'est le développement des sciences, c'est le développement de la raison, et on a tout un courant majoritaire au sein des idées, au sein du monde des idées en Europe, qui veut dominer la nature, l'homme veut prendre possession de cette nature, qui d'ailleurs va être transformée en ressources naturelles. Et donc, l'idée, c'est de la mesurer, de la quantifier, de pouvoir la contrôler. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de l'ordre. Donc, on veut mettre de l'ordre au sein de la société, l'ordre social, mais aussi, on veut ordonner cette nature-là qui agit un peu de manière imprévisible. Et justement, c'est de déconstruire cette idée-là pour montrer que la nature obéit à des lois, qu'on peut la régler, qu'on peut la démonter comme un grand mécanisme. Donc c'est cette idée-là, finalement, on en fait quelque chose d'inerte qu'on va dématérialiser. La vie va être presque en dehors de la matière. Et il y a cette différence entre la chose qui pense, qu'est l'homme, et puis cette chose étendue, mesurable, quantifiable, qui va faire qu'on va pouvoir exploiter la nature. Et je lis ça aussi aux conquêtes qui commencent sous la modernité, ces grandes périodes de découverte où on part vraiment à la conquête du globe. Oui.
parce que d'abord, ces découvertes, c'est certes, il y a vraiment une volonté de connaissance, de mieux connaître la planète sur laquelle on habite, mais c'est aussi tout de suite transformé en volonté de conquête. Et on va vouloir s'accaparer les terres, les ressources que ces terres produisent. Et tout ce qui va être identifié à la nature va être exploitable. Et on s'aperçoit que les populations qui habitent sur ces terres qui vont être colonisées sont des populations qualifiées de sauvages, identifiées comme étant à l'état de nature. Et donc, soit on peut les exploiter, soit on peut les détruire. Et donc, les premières conquêtes commencent par le génocide de populations, soit caraïbes, soit ce qu'on appelle aujourd'hui les nations premières en Amérique. Et puis, c'est aussi l'exploitation à l'extrême de la force vitale des populations noires qu'on qualifie comme sauvages, à l'état de nature, et c'est transformer ces populations en bois d'ébène on coupe de ses racines, on met dans les cales des navires, et puis on ressuscite comme animal sur les plantations, où on liste ces hommes et ces femmes et ces enfants à côté du cheptel que possède le maître des plantations, et on en fait soit un animal de labour, qui va travailler dans les plantations pour couper la canne, par exemple, soit en animal chargé de la reproduction aussi de cet animal-là, puisque dans les plantations, notamment américaines, très tôt, on fait le choix de faire se reproduire les esclaves sur place, parce qu'on estime que c'est plus économique que d'aller chercher tout le temps des nouveaux esclaves, et on force les hommes à violer les femmes pour la reproduction, en fait, qui est exactement le même schéma de pensée que pour la reproduction du cheptel. Et donc, tout ça se fait parce qu'on a identifié ces populations-là à l'état de nature, en opposition à la culture, qui est la civilisation. Et au XIXe siècle, on va tracer peu à peu cette ligne de progrès entre le passage de l'état de nature à l'état de culture, la civilisation. Et c'est notamment ce qui sert de justification idéologique à la colonisation, à la deuxième période coloniale, qui est la mission civilisatrice. Merci de le résumer aussi bien et aussi rapidement, parce que dans le livre que j'invite nos auditrices et auditeurs à lire, vous nous détaillez vraiment tout ce parcours dans l'histoire et comment notre attitude d'aujourd'hui s'est formée. Aujourd'hui, on peut être tenté de ne pas remettre en question la façon dont on pense, la façon dont on se conçoit, se perçoit dans le monde. Et en fait, avec cette historique que vous nous faites, on comprend qu'il y a eu vraiment une construction de la pensée, de notre façon d'être au monde, de notre façon de comment nous considérons cette nature en s'en considérant nous-mêmes comme extérieurs et avec tous les dégâts que ça a pu faire, justement, de ce que vous venez de nous expliquer. Vous écrivez « Si inattendu que cela puisse paraître, c'est notamment en pensant contre la nature que l'homme occidental pourra commencer à se dévêtir de son habit de colon. Les deux dominations, comme vous venez de nous l'expliquer, celle de l'humain sur le tout vivant et celle de l'Occident sur le reste du monde, étant liées. » Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion, parce que justement ça complète ce que vous disiez avant, je trouve, de cet Occident tout puissant qui a voulu imposer sa façon d'être et de voir au reste du monde? Oui, au début, je suis partie d'une interrogation qui me laissait un petit peu perplexe. Il y a toujours eu des phénomènes de domination, de colonisation, d'impérialisme dans l'histoire. C'est pas un phénomène nouveau. On n'a pas attendu la modernité pour aller conquérir d'autres territoires. Mais quelque chose m'interrogeait quand même parce que il y a un changement de grandeur et du coup presque de nature dans l'esclavage sous la modernité et la colonisation. Et on a un phénomène qui, d'un point de vue historique, qui prend une ampleur totalement nouvelle et qui modifie complètement le paysage à cette époque. Et la question qui était la mienne au début, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cet homme européen ne s'est plus contenté de vouloir dominer son voisin, mais de partir à la conquête du monde et du monde dans sa globalité, puisque la colonisation moderne va s'étendre des Amériques à l'Afrique, à l'Océanie et même vers l'Asie. Donc il y a une volonté de domination totale du globe. Et ça, c'est un phénomène nouveau dans l'histoire.
Et en faisant un travail d'approche historique, je me suis rendu compte alors il y a plusieurs facteurs, des travaux scientifiques qui expliquent qu'il y a une approche économique. On peut avoir une approche économique pour justifier cette expansion. C'est le début du capitalisme naissant qui a besoin d'aller chercher davantage de terres, davantage de marchés. Mais cette justification économique, moi, ne me satisfaisait pas. Elle me semblait incomplète. Et j'ai voulu chercher peut-être une explication plus psychologique pour expliquer ce qui faisait qu'à un moment donné, on se dit « je suis capable de dominer le monde et je vais le dominer ». Et je me suis rendu compte que ces conquêtes, en fait, ces grandes découvertes arrivent à un moment où il y a vraiment ce qu'on appelle une révolution épistémique au sein de l'Europe. C'est la révolution galiléo-cartésienne. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la découverte de l'héliocentrisme, l'homme européen, occidental, découvre qu'il n'est plus le centre de l'univers. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Et Freud qualifie ça de première grande blessure narcissique parce qu'il comprend que le monde ne tourne pas autour de lui. Et ce qu'on observe du point de vue de l'histoire des idées, c'est qu'on s'aperçoit que jusqu'à présent, les philosophes s'intéressaient aussi à ce qu'aujourd'hui on qualifie de phénomènes naturels ou de la biologie ou des mathématiques. C'était des grands penseurs complets. Et à partir de la découverte de l'héliocentrisme, tout ce qui va relever de l'univers va être délaissé par les philosophes aux astrophysiciens, aux physiciens. Les philosophes ne vont presque plus s'interroger sur la place de l'homme au sein du cosmos. Et il y a un repli sur Terre de la question philosophique qui va s'intéresser au positionnement de l'homme sur la Terre, et c'est le développement de ce que Foucault appelle les biosavoirs, c'est-à-dire qu'on se replie sur Terre et on s'intéresse à ce qui se passe sur la Terre. Et en s'intéressant à ce qui se passe sur la Terre, c'est cette période-là où on va vouloir non plus, puisqu'on ne peut plus être le centre de l'univers et régir l'univers, on va vouloir devenir le centre du monde et régir le monde. Et donc c'est comme si cette blessure narcissique, en fait, invitait cet homme européen à vouloir dominer la nature et devenir le centre de la Terre. Et je me suis rendu compte que très rapidement, en fait, il y avait réellement un lien qui était fait entre domination de la nature et domination des populations qui sont réduites à l'état de nature. Et ces populations-là, c'est les populations qu'on va coloniser, mais ce sont aussi les femmes. Au Moyen-Âge, il y avait un lien organique entre l'humain, la société, la Terre et le cosmos. Ce lien organique est rompu d'un point de vue métaphysique et philosophique avec la découverte de l'héliocentrisme. On va avoir une lecture mécanique et mécaniciste, j'ai envie de dire, de l'univers qui obéit à des lois, qui va devenir un grand mécanisme que l'on peut déconstruire et qui n'est plus animé de vie. Il n'y a plus ce lien organique. Et à ce moment-là, ce lien et même, il y a vraiment une volonté des philosophes à l'époque de couper ce lien organique et de dire il faut dégager les lois de la nature, les lois mathématiques. Il faut avoir une lecture mathématique de l'univers et du fonctionnement de la Terre. Et les personnes qui restent liées de manière organique à ce grand cosmos, ce sont les femmes. Et les femmes, comme la nature, elles apparaissent comme désordonnées, elles sont historiques, et là aussi, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a par exemple des textes de Francis Bacon qui sont terribles, qui justifient justement la chasse aux sorcières, qui justifient cette inquisition contre ces femmes parce qu'elles maintiennent ce lien organique avec la nature, avec le cosmos, et que ça, c'est plus possible. Et on a d'autres textes de philosophes qui montrent, notamment, je pense à Hegel par exemple, qui est très connu, que l'Europe, c'est l'histoire de la raison, le progrès de la raison sur le monde, et que l'Afrique, par exemple, est dénuée d'histoire, et que la raison ne traverse pas l'Afrique, et que en ça justifie l'esclavage des populations africaines.
Donc il y a un lien qui est fait entre cette domination de la nature et cette domination coloniale, esclavagiste des populations assimilées à l'état de nature. Et en fait, voilà, pour écrire ce livre, j'ai travaillé sur cet aspect-là et j'en ai eu un exemple presque flagrant, en fait, à la fin de l'écriture de ce livre-là. J'ai été sidérée de voir que, et je commence le livre là-dessus, c'est-à-dire que en mai 2020, on sort de la période de confinement, du premier confinement en France, lié à cette pandémie du Covid, qui interroge quand même notre rapport et notre relation au vivant, aussi à la santé, au corps, mais les premières études à l'époque scientifiques laissaient penser que ce virus était ce qu'on venait d'un zoonose, c'est-à-dire que c'était des maladies animales qui se transmettaient à l'homme, mais aussi parce qu'on va toujours plus loin dans des zones inhabitées et qu'on exploite des terres et qu'on va au creux de ces forêts-là et qu'on entre en contact avec du vivant avec lequel on n'était pas en contact, ou alors seulement quelques petites populations de chasseurs-cueilleurs qui habitaient au sein de ces forêts-là. Donc cette pandémie, elle interroge sur notre lien avec le vivant, et en même temps, on sort de ce confinement en France avec une grande manifestation qui a lieu devant le palais de justice, qui appelle à une justice pour la mort de ce jeune homme, Adama Traoré, qui a été tué, en fait, qui a été asphyxié par le poids de gendarmes sur son corps lors d'une arrestation extrêmement violente. En même moment est mort George Floyd, cet Africain-Américain qui meurt asphyxié aussi sous le genou d'un policier, et on avait à la fois un rapport social et un rapport sanitaire où on ne pouvait plus respirer. Et deux dominations, une domination sur la nature, une domination sur des corps noirs qui empêchaient de respirer. Et je trouvais que ces deux phénomènes concomitants illustraient à quel point la domination de la nature et la domination de ce que en Occident on a appelé les autres étaient liées. Oui, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant dans votre livre, parce que comme vous nous refaites l'historique, comme là vous nous en avez donné déjà quelques éléments, cet historique de comment on en est arrivé là, et avec les exemples que vous venez de donner, on voit que cette attitude qui n'est pas correcte vis-à-vis de la nature, pour employer des mots très simples qui sont les miens, de cette attitude qui n'est pas correcte et qui ne respecte pas la vie, en fait, la vie humaine et la vie de la nature, je ne sais pas comment le dire du coup, puisqu'on est la nature aussi, mais on a l'impression vraiment là on voit beaucoup de graphiques en ce moment avec le Covid, mais on a l'impression de deux, vous savez, ces lignes sur les graphiques là, qui montrent la fameuse courbe. Et on a l'impression que de notre mauvaise attitude depuis des années par rapport au vivant, on voit que les conséquences sont de plus en plus graves. Et aujourd'hui, on a une pandémie qui bloque le monde entier et c'est certes pas nouveau que des hommes noirs meurent dans les circonstances dont on a parlé, mais on voit que c'est devenu malheureusement quasiment banal, ça se reproduit régulièrement et en fait, des deux côtés, on arrive à la mort là maintenant. Oui, c'est ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habité colonial dans son ouvrage Une écologie décoloniale. En fait, peut-être je pourrais redonner deux autres exemples qui montrent comment ces deux phénomènes sont liés. D'abord, on sait aujourd'hui qu'on est dans ce qu'on appelle l'anthropocène, qui est ce changement d'ère géologique du fait de l'activité humaine. Or, on sait bien que c'est pas n'importe quelle activité humaine qui a produit cette grande crise écologique, et le terme crise n'est pas approprié puisqu'on est vraiment dans un changement d'ère géologique, que c'est l'activité qui est liée à une activité d'économie extrêmement prédatrice, qui exploite toujours plus les ressources, qui consomme toujours plus les ressources de la nature. C'est un système économique qui est basé sur la consommation, sur l'exploitation sans limite
en fait de l'ensemble du vivant, c'est-à-dire à la fois les forces humaines mises au travail, à la fois les plantes, ce que la nature, la terre produit, mais aussi les sous-sols avec les minerais, etc. Et ça, on sait que c'est venu avec l'économie capitaliste qui s'est mise en place sous la modernité. Or, cette économie capitaliste, elle n'aurait pas pu avoir la forme qu'elle a aujourd'hui sans la traite négrière et l'esclavage. Et en fait, c'est ces deux phénomènes qui se sont auto-nourris, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les premières grandes banques à Londres, par exemple, et les premières assurances sont les banques et les assurances, les mêmes qui ont permis à la fois de financer les traversées des bateaux négriers parce que les armateurs avaient besoin d'un financement et en même temps il fallait assurer ces cargaisons parce qu'il pouvait y avoir des tempêtes, on pouvait perdre des hommes et des femmes, on parlait d'eux en termes de marchandises. Et donc, on sait aujourd'hui que les plus grandes assurances et banques anglaises sont nées de ce commerce-là. Et puis, cette économie capitaliste, elle se met en place avec l'économie des plantations. Et pour les plantations, et là encore, je reviens à l'ouvrage de Malcolm Ferdinand qui explique très bien ça, il faut déforester. Et c'est des déforestations massives qui vont ruiner les sols et la biodiversité de ces terres-là, notamment aux Caraïbes et aux Antilles. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes d'inondation, par exemple en Haïti, qui viennent de ce déboisement massif et de cette érosion des terres. Et puis la plantation, après, c'est un des premiers modèles de monoculture intensive, c'est-à-dire que sur une terre, on va produire de manière industrielle la culture d'une seule plante et en fait, ça détruit la biodiversité existante avec toutes les conséquences néfastes d'un point de vue écologique que l'on connaît. Et donc, ce modèle économique et d'agriculture intensive se met en place avec l'esclavage et la traite négrière. Et les deux sont liés et après, à la fin de l'esclavage et quand la traite négrière est interdite, ces plantations-là, elles vont être transportées en Afrique où en fait on ne va plus déplacer la main-d'œuvre aux Antilles ou en Amérique, mais on va emmener les plantations là où la main-d'œuvre existe et c'est l'instauration des premières plantations de cacao et de café en Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, il n'y a pas l'esclavage, mais il y a le travail forcé qui va être aboli seulement en 1946 dans les colonies françaises. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que sur l'Anthropocène, vous pouvez réécouter aussi un podcast de So Sweet Planet avec François Gemène que j'avais fait en 2 épisodes sur l'Atlas de l'Anthropocène qui permet d'avoir une idée vraiment très précise de là où nous en sommes et de tout ce que l'homme a déjà infligé à notre planète. Alors, page 23, vous écrivez « À propos de vos intentions, c'est également en creux un bouleversement épistémologique qu'aimerait inviter ce travail. La confrontation des découvertes des physiciens et des astrophysiciens au discours millénaire des spiritualités ou philosophies asiatiques, par exemple, suggère qu'il n'y a pas une seule manière d'accéder au réel. Sommes-nous capables de saisir à quel point tout notre univers de signification peut en être bouleversé ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Séverine Kodjo-Granvaux, d'entreprendre ce travail audacieux de relier ces différents univers ? Je pense sans doute pour combler mes propres manques. En fait, on a l'habitude de dire de plus en plus qu'il faut avoir une approche transdisciplinaire ou multidisciplinaire, mais ce que j'observe, c'est que souvent, on peut travailler sur une même question, philosophe, sociologue, historien, et puis, lors de colloques, être amené à confronter nos idées. Pour autant, on continue à avoir cette distinction entre les sciences humaines, la philosophie d'un côté, et de
l'autre côté, les sciences dites dures, qui seraient les vraies sciences, qui peuvent être la physique, la géographie, enfin encore que la géographie peut être dans les sciences humaines, mais je pense plus à l'astrophysique, etc. Et je me rends compte que on n'a pas, à part les philosophes qui sont spécialisés dans philosophie des sciences, on lit très peu le travail des scientifiques et on réfléchit très peu avec les scientifiques. Et puis, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ce que pouvait être notre condition cosmique, ça me semblait évident d'aller voir ce qu'en disaient les astrophysiciens aujourd'hui. Donc ça a été un effort de ma part, parce que je n'ai pas du tout une formation scientifique, d'essayer de combler un petit peu ce manque dans ma propre réflexion. Et puis je me suis rendu compte que peut-être qu'aujourd'hui les astrophysiciens sont parmi les plus grands philosophes de notre époque. Il y a des textes extrêmement lumineux parce que je me dis, je ne sais pas, c'est peut-être un élément d'explication, mais je me dis qu'ils sont confrontés à une telle beauté de l'univers, à quelque chose qui est quand même extrêmement complexe et en même temps fascinant, que on ne peut pas en fait rester insensible à ces découvertes-là et qu'on est forcément amené à s'interroger sur notre place, nous, humains, dans cet univers-là. Et que ça, ce sont des questions philosophiques. Et puis, par un autre biais, en fait, j'étais amenée à m'interroger sur ces philosophies de l'éveil que sont surtout les philosophies asiatiques, parce que je me disais, voilà, il faut repenser notre rapport au monde, donc notre rapport à ce que moi j'appelle le tout vivant, c'est-à-dire qu'en opposition à la nature, je préfère parler de tout vivant, c'est-à-dire qui comprend le végétal, le minéral et l'animal, donc les humains. Et c'est une manière de plus toujours mettre l'homme en dehors de la nature. Et puis en plus, l'opposition, elle est homme-nature, et les hommes comprennent aussi les femmes. Donc c'était une manière de ne plus avoir cette distinction-là qui me met mal à l'aise et qui, même si on pense les liens de l'humanité avec le vivant, le fait d'appeler nature, il y a quand même cette idée de quelque chose d'autre. Donc voilà, en repensant donc quelle pouvait être notre attitude envers le tout vivant, pour ne plus avoir cette manière d'habiter le monde qui est une manière de domination, je réfléchissais à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la résonance. Je pense qu'on va y revenir ensuite, mais de me dire, voilà, l'idée c'est d'être en attention, de faire attention avec qui nous vivons, de faire attention à notre environnement, à nos proches, mais aussi à l'ensemble du vivant, à être attentif à ce qui se passe. Et l'attention, c'est une mise en éveil de soi. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à cette idée d'attention et d'éveil. Et j'ai commencé à lire des textes, des philosophies de l'éveil. Et j'étais frappée de faire ces lectures en parallèle et de voir comment ces textes se répondaient, et qu'en fin de compte, ce que disent les astrophysiciens aujourd'hui n'est pas si différent que ce que disent depuis des millénaires presque ces philosophies de l'éveil. Ça se rejoint même de plus en plus. Et de plus en plus, et pour ça, il y a le travail de Trinh Xuan Tuan est passionnant, parce que c'est un astrophysicien spécialisé, je crois, dans la découverte de nouvelles planètes et nouvelles galaxies. Et puis, il a cette culture des philosophies de l'éveil qui fait qu'il montre justement dans ses ouvrages comment aujourd'hui, ce que disent les astrophysiciens était déjà dit par ces philosophies-là, et à quel point c'est troublant. Alors, on peut pas, on pourrait avoir une lecture sceptique et dire, bon, bah voilà, oui, peut-être ils disent ça, mais ils n'ont pas voulu le dire, ou je sais pas, on pourrait rester sceptique, mais moi, je me dis que c'est pas juste une coïncidence, en fait. Lorsque vous pratiquez les pratiques méditatives, vous mettez réellement en position d'éveil et vous accédez à quelque chose de différent. C'est à la fois une attitude, c'est une ouverture, mais c'est aussi une possibilité d'accès. Je dirais pas à une autre réalité, mais
d'accéder différemment à la réalité. Et moi, d'un point de vue philosophique, c'est ce qui m'intéresse, de voir comment des discours qui obéissent à des rationalités différentes, c'est-à-dire à la fois le discours scientifique, le discours de ces philosophies de l'éveil, le bouddhisme, le taoïsme ou même l'hindouisme, mais aussi des discours philosophiques animistes africains, en fait, disent exactement les mêmes choses et finalement ont la même lecture de la réalité. Donc d'un point de vue philosophique et épistémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça suppose qu'il y a différents modes d'accès au réel et que du coup, il n'y a peut-être pas tant que finalement, ça nous amène à revisiter ce concept de vérité qui finalement devient une mode de production d'intelligibilité du réel. Et ça nous amène à plus de modestie, en fait. Je crois que un des travers, peut-être, de notre société occidentale, c'est de n'avoir plus que foi dans le discours scientifique, en pensant que c'est le seul valable, et qu'il n'y a que la science qui nous dit réellement ce qui est du réel, ce qui n'est pas le discours des scientifiques, mais plutôt une approche populaire, j'ai envie de dire, de la science. Les scientifiques, eux, savent très bien quelle est la limite de leur pensée, de leur découverte, et savent très bien justement qu'il n'y a pas de vérité, que tout est amené à reconstruction en fonction des nouvelles découvertes. Mais cette foi populaire que l'on a, et que l'on a presque tous, j'ai envie de dire, par rapport à la science, je crois qu'elle doit être remise en question, et surtout, on doit aborder la science avec beaucoup plus de modestie, parce que ce n'est qu'une manière d'accéder au réel. Et quels écueils souhaitiez-vous éviter quand vous êtes parti dans cette grande aventure ? C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'on avance en tâtonnant. D'abord, le premier écueil, c'est celui d'avoir une position surplombante, de voir les choses de haut. Je crois que c'est plus intéressant de les analyser par le bas. C'est de faire très attention. Enfin, le plus difficile, c'est de toujours se remettre en question. Et ça, c'est très difficile parce qu'on ne voit jamais nos propres limites et en quoi notre pensée est influencée par autre chose ou alors dit quelque chose d'une époque, d'une idéologie, d'une culture, et donc de remettre en question en fait son propre héritage culturel, philosophique, etc. Voilà, d'essayer d'identifier ce qui a été construit, qu'est-ce qu'il y a à déconstruire. Alors ça, c'est d'abord d'essayer de lire le maximum en dehors de sa propre culture au sens large. Donc ça veut dire pour moi, comme philosophe, c'est aller chercher du côté des philosophies de l'éveil qu'on considère plus facilement comme des religions, alors qu'il y a réellement une dimension philosophique. C'est aller chercher aussi chez les textes scientifiques. Donc ça permet de remettre en question l'approche philosophique. Et puis, c'est aller chercher, aller lire des textes qui viennent d'autres univers de signification, d'autres cultures. C'est lire des textes de penseurs et philosophes africains. C'est aller lire des textes écrits par des zapatistes. C'est lire des textes par des anthropologues américaines, mais qui ont travaillé avec des communautés aborigènes. Je pense par exemple à Deborah Bird Rose, ce qui amène en fait à sortir en fait de notre formation, de notre bagage intellectuel. Voilà. Qui aujourd'hui en plus... j'ai beaucoup apprécié quand j'ai eu connaissance de cette notion de bulle de filtre, parce que je me suis rendu compte que c'était un bel exemple de petits circuits fermés dans lesquels on peut être au niveau de la pensée et qu'il n'est pas facile d'en sortir et d'aller justement chercher d'autres façons d'aborder tel ou tel sujet et de remettre en question, comme vous dites. C'est toujours aussi de sortir de la discipline, et j'aime bien cette idée d'indiscipline. Cette indiscipline, c'est à la fois sortir de sa discipline et en même temps, c'est questionner l'héritage de cette discipline et des autres savoirs qu'on a en face de nous. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien aussi dire que je pratique une philosophie nomade, c'est-à-dire que en fait je vais là où le chemin me porte, je reviens à ma demeure, je repars et cette idée de cheminement et d'habiter le chemin m'intéresse beaucoup parce que ça demande toujours à être extrêmement vigilant à ce qui se passe sur le chemin, mais aussi au bord du chemin, et à être prêt à accueillir la rencontre. Et du coup, il y a un enrichissement qui est fabuleux par rapport à si on reste toujours dans son domaine vraiment.
Alors, vous nous parlez aussi des tentatives actuelles de colonisation de la Lune et vous concluez ce passage en posant la question: est-ce réellement ainsi que nous souhaitons faire monde et habiter le cosmos en modifiant les écosystèmes et en y exportant l'anthropocène? Donc je viens de lire le livre de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, et l'on y voit aussi, et c'est assez désolant pour ne pas dire révoltant, que l'on refuse obstinément d'intégrer les alertes qui nous sont lancées, qui nous sont lancées par les scientifiques et par la planète maintenant, de changer de comportement et de système économique. Ça, on refuse tout ça pour l'instant. On travaille sur les conséquences, mais toujours pas sur les causes. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de proposer en direct à des décisionnaires, que ce soit dans le monde politique, commercial, médical, les réflexions que vous nous livrez dans ce livre, qui pourraient, je pense, être très enrichissantes pour eux? Non, on m'a jamais fait cette proposition. Non, quel dommage. Après, le livre est là, ils peuvent le lire s'ils le veulent, mais non. Je voudrais revenir sur cette colonisation de la Lune et de Mars que vous avez évoquée, parce que je crois que c'est extrêmement important. On a eu ces jours-ci des sondes, des petits robots qui sont arrivés soit autour de Mars, soit sur Mars. Je trouve que voilà, il y a un côté absolument fascinant et extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on va en apprendre un peu plus sur Mars. On a pu écouter le son. C'est incroyable, et avoir des images. Enfin, c'est moi, voilà, je regarde ça avec des yeux ébahis. Et en même temps, je crois qu'il faut absolument avoir une réflexion sur ce qu'on veut faire de cette exploration spatiale. Alors, ça pourrait faire sourire quand je dis qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe de est-ce qu'on veut habiter, comment est-ce qu'on veut habiter la Lune et Mars, parce qu'on voit très bien que ça ne va pas se faire tout de suite. En attendant, il y a réellement un enjeu économique, mais aussi politique qui se met en place. Les grands gouvernants l'ont compris. Il y a des espèces de centres de commandement de l'espace qui ont été mis en place aux États-Unis, en France, en tout cas par les grandes nations qui veulent envoyer des objets sur l'espace. On sait très bien que la guerre de l'information va passer aussi par la guerre géostratégique qui se joue en ce moment dans l'espace. C'est avec l'emplacement des satellites qui permettent les communications, ce genre de choses-là, qu'en même temps, envoyer des satellites, ça pollue énormément l'espace. Donc en fait, c'est comme si le mode de vie que l'on avait, qui aboutit au désastre écologique que l'on connaît, on l'exportait dans l'espace. Et surtout que vous citez, moi j'étais pas au courant de ces expériences qui sont faites pour essayer de lancer des petits écosystèmes sur la Lune par la Chine. L'idée serait de transformer l'atmosphère de la Lune pour rendre habitable la Lune, pour en faire une base, une base qui permettrait d'aller ensuite plus facilement sur Mars. Donc il y a eu cette expérience chinoise-là qui était d'envoyer sur la Lune. Donc en plus c'est sur la face cachée de la Lune, celle à laquelle on n'accède pas. Donc, c'est à toujours aller un peu plus loin. Et là, c'est pas juste de la connaissance scientifique, c'est jouer un petit peu aux apprentis sorciers en envoyant à la fois des végétaux, des petites graines et puis des œufs de mouche pour essayer de recréer un écosystème et de voir comment est-ce qu'on pourrait recréer de l'atmosphère sur la Lune. Donc là, c'est vraiment, en fait, partir dans l'idée de vouloir rendre habitable ces planètes-là, mais ça veut dire d'en transformer complètement l'écosystème. Et ça, je crois qu'il faut que réellement on s'interroge, parce que la leçon de l'Anthropocène montre qu'on ne peut pas tout se permettre et qu'il faut savoir se poser des limites et qu'il y a des endroits qui sont inhabitables. Il faut accepter que certains endroits demeurent inhabitables. Et puis c'est vrai que cette idée de ne pas remettre en question tout le mode de vie qui a fait qu'on en est arrivé dans cette situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui, et que sans se poser des questions, sans remettre en cause, on est déjà en train de se projeter pour aller reproduire les mêmes causes qui produiront les mêmes effets, c'est quand même un peu inquiétant, hein. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi l'idée du cogito microbien. Nous ne sommes pas, donc je suis. J'adore l'idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, cette idée, là aussi, je l'ai trouvée chez des scientifiques qui montrent que notre corps ne tient que parce que nous habitons
d'autres vivants. On a des bactéries en nous, il y a des microbes, on héberge plein de mondes différents en fait dans notre corps, et même l'activité cérébrale a besoin de passer par ces petites bactéries et autres corps vivants. Et en fait, ce qui fait tenir notre corps, à proprement parler, c'est l'existence de ces autres corps vivants qui nous composent en fin de compte. Donc, nous ne sommes que parce que je suis que parce que nous sommes pleins à l'intérieur de moi. Et là aussi, on va toujours un peu plus loin dans cette idée d'interdépendance, c'est-à-dire que l'individu, le un, ce qu'on voit comme le un, n'existe que parce qu'il y a une pluralité qui le fait tenir. Voilà, d'ailleurs, vous en parlez aussi par rapport au phénomène identitaire. Oui, on retrouve, mais en fait, c'est parce qu'on retrouve ce phénomène-là dans l'ensemble du vivant, c'est-à-dire que la biodiversité permet, donc cette pluralité permet à la vie d'exister et de se maintenir. Et en fait, la vie qui est ce principe si l'on veut, elle n'existe que dans sa pluralité et par la pluralité. Et les nations, de la même manière, elles n'existent que dans leur pluralité et par la pluralité. Et la condition universelle à proprement parler, c'est cette condition de pluralité. C'est parce que je suis différente que vous que je suis universelle comme vous. Et donc en fait, ça amène à comprendre que certes, il y a une condition universelle, mais c'est une condition de fondement. Et en ça, c'est extrêmement important. Il y a un univers dans lequel nous vivons. Je précise dans lequel nous vivons parce que les scientifiques s'interrogent de plus en plus sur l'idée de plurivers, mais ça, c'est autre chose. Il y aurait plusieurs univers. Mais nous vivons dans un univers où il y a un principe de vie et il y a une humanité, mais cette humanité ne se donne que dans sa pluralité. Et une humanité, c'est une abstraction. C'est ce principe de fondement, mais nous n'existons que dans la différence. Et c'est ça, à proprement parler, notre condition universelle, c'est notre différence. Alors, vous pointez le fait que la désacralisation de la nature fait que nous avons perdu complètement conscience de son importance et du vivant. Vous nous dites la nature est domestiquée au service de l'homme, elle le nourrit ou agrémente son existence. Elle est désacralisée de manière scientifique. On la classe, la répertorie, on la fige dans des représentations botaniques ou artistiques. Et plus loin, vous dites, on perd alors de vue que les plantes sont fondamentales à notre existence. Elles font le lien entre le soleil et la terre et permettent ainsi la vie par le processus de photosynthèse. Dans certaines parties du monde, des humains ont préservé un lien au vivant très différent du nôtre, vous l'évoquez aussi, et c'est peut-être moins scientifiques, ils ne connaissent pas forcément les prodigieux mécanismes de la photosynthèse. Et nous, l'Occident, on les a donc un peu méprisés sur de notre vérité que nous avons voulu imposer partout. Et pourtant, on s'aperçoit aujourd'hui que notre approche du vivant est partielle, qu'elle est limitée, et qu'il y a non seulement qu'il y a aussi de la vérité dans leur approche, mais que cette vérité nous manque, en fait. Oui, effectivement, c'était ce qu'on disait au tout début de cet entretien, qu'on avait séparé nature et culture et que dans l'ensemble des autres cultures, il n'y a pas cette séparation nature et culture. D'ailleurs, dans beaucoup de langues africaines, sinon la plupart, le mot nature n'existe pas. Et l'homme fait partie d'un grand tout, l'humanité appartient à ce grand tout dont il a la charge, c'est-à-dire qu'il a cette obligation de prendre soin de ce qu'on appelle la nature et de le permettre sa régénération, soit par des rituels, soit par sa manière de cultiver la terre. On prélève de la nature toujours un peu moins que ce qu'elle l'offre et juste ce dont on a besoin. Et ces approches-là, en fait, ces populations avaient développé des savoirs et des savoir-faire liés à leur environnement. Et quand on a détruit ces environnements-là, c'est-à-dire dans les Caraïbes, dans les Amériques, mais aussi en Afrique, pour implanter ces cultures du coton, du cacao, du café, avec toute la perte de la biodiversité que ça entraînait aussi la perte des savoirs et des connaissances qui étaient liées à cette biodiversité. Et puis il y a eu donc la disparition de ces savoirs et ces savoir-faire, plus le discrédit
qu'on a apporté à ces savoirs et à ces savoir-faire quand ils ont persisté, parce qu'il y a toujours eu des pratiques, il y a toujours eu des résistances en fait des populations colonisées pour maintenir quand même ces connaissances-là. Mais le discrédit a été tel qu'aujourd'hui, il n'est pas rare en fait d'avoir des populations qui parfois hésitent à revenir à ces anciennes pratiques parce qu'on leur a dit mais vous êtes sous-développés parce que justement à cause de ces pratiques-là et que le progrès, le développement, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même des instituts internationaux, je pense notamment à la FAO, qui se rendent compte en Afrique que les populations, lorsqu'elles utilisent des pratiques et des savoir-faire ancestraux traditionnels, notamment il y a une étude qui a été faite chez les populations agro-pastorales sahéliennes, on se rend compte que ces populations, elles sont beaucoup plus résilientes au changement climatique quand elles utilisent leurs propres connaissances. Par exemple, Et on va en avoir besoin. Oui, et puis ça, en fait, parce qu'elles ont une connaissance beaucoup plus fine de leur environnement. Par exemple, le discours scientifique ou occidental a tendance à considérer qu'il y a une saison sèche et une saison des pluies dans cette région sahélienne. Sauf que les pasteurs Peul, en fait, eux, ont 5 mots pour qualifier le cycle naturel et que ces 5 mots correspondent à 5 appréhensions différentes de comment est-ce que la nature se comporte. Et quand ces populations, on les laisse s'organiser en fonction de cette lecture de ces 5 périodes, en fait, elles sont beaucoup plus résilientes et elles survivent beaucoup mieux et on n'est plus justement dans la survie, mais dans la vie. Et donc ça, c'est extrêmement important de savoir que de toute manière, les populations ont toujours développé localement des solutions à leurs problèmes, en fait. Et que les solutions, elles ne sont pas toujours à aller chercher à l'extérieur, chez l'autre, chez l'ancien maître, en l'occurrence. Et que, en fait, je crois qu'il faut aussi savoir faire confiance dans les hommes et les femmes, parce que si l'humanité a pu survivre et s'adapter, c'est aussi parce qu'elle est capable de trouver les solutions dont elle a besoin. C'est-à-dire il faut aussi tenir compte de la culture des populations, de leur manière d'appréhender leur relation au monde. Et il ne s'agit pas de dire qu'il faut retourner à toutes ces pratiques traditionnelles, mais il faut les interroger. D'abord parce que ces pratiques traditionnelles ont été mises en place à une période où la nature ne correspond plus nécessairement à ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Les choses ont évolué, les besoins des hommes et des femmes ont évolué. Et donc, il s'agit de réinterroger ces savoir-faire et de voir en quoi il est pertinent de soit se les rapproprier, soit de se les rapproprier en les changeant aujourd'hui avec les connaissances scientifiques que l'on a par ailleurs. Et donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille en bonne intelligence avec ces différents modes d'appréhension du réel et de travail sur le réel. Et ça donne des exemples tout à fait pertinents et intéressants qui sont faits aujourd'hui en Afrique, mais aussi en Asie et très certainement en Amérique du Sud. Donc vous écrivez, page 99, que notre crise est, alors je cite, la crise d'un modèle civilisationnel particulier, celui de la mondialisation. Comment en sortir en cherchant l'inspiration ailleurs, en s'en extirpant, en se décentrant et en apprenant, pourquoi pas, de modèles qui valorisent une autre dimension de la vie? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Je crois que c'est un petit peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a d'autres manières d'habiter le monde qui sont des manières beaucoup plus respectueuses, qui resituent l'homme au sein du cosmos, que certes l'homme a une place privilégiée quelque part, dans la mesure où il est responsable aussi de cette nature-là. Après, il y a des choses extrêmement pertinentes qui se mettent en place et qui, moi, m'intéressent beaucoup, qui est la reconnaissance de droit à la nature et notamment la transformation, j'ai envie de dire, d'éléments naturels en entités juridiques. C'est des exemples qui se mettent en place, notamment en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, par exemple, où on
on a des montagnes, des rivières qui ont été considérées comme des entités juridiques. Donc ça, c'est pas un phénomène nouveau d'avoir des êtres inanimés reconnus comme des entités juridiques, puisque nos sociétés sont des entités juridiques, les entreprises sont des entités juridiques. Mais là, on dote la nature de droit, ce qui fait qu'il y a des représentants de la montagne ou de la rivière qui peuvent aller porter plainte parce qu'elles ont été polluées, parce qu'on a détruit le cours de la rivière, etc. Il y a un exemple extrêmement intéressant en Équateur où justement une rivière a porté plainte contre une municipalité et a gagné son procès. Oui, on en a parlé avec Valérie Cabanès que j'ai reçue. Exactement, qui fait un énorme travail sur cette question-là. Et c'est passionnant aussi. Et c'est passionnant parce qu'en fait là, on a d'autres modes de vie, d'autres relations aux vivants, qui sont des modes de vie et des relations qui ont été portées par des populations autochtones ou dites indigènes, qui ont utilisé l'outil du droit, qui est un droit de facture moderne, qui est arrivé sur la terre par la colonisation, pour faire valoir leur manière de vivre et de leur lecture du vivant et pour protéger la nature. Et donc là, je trouve qu'on a un agencement très intéressant de voir comment d'autres manières de penser notre lien au vivant peuvent nous donner des outils pour voir comment on peut protéger la nature et puis aussi s'y protéger des cultures avec. C'est pas seulement protéger la nature, c'est protéger toutes les cultures qui vont avec cette nature-là. Oui, je pense que c'est un sujet très important aussi là pour les années qui viennent. Enfin, dès maintenant, parce qu'en fait, sur tous ces sujets, on est plutôt en retard en fait, puisqu'on se réveille un petit peu tardivement parce que la maison brûle. Mais donc, vous nous invitez aussi tout au long de ce livre à sortir de ce qui est figé pour tout repenser, et vous nous rappelez que là aussi, au-delà de ce que nous voyons, tout est mouvement. Et alors, je pense que vous allez pouvoir nous le faire de façon pas trop compliquée, mais j'ai beaucoup aimé le passage où vous illustrez ça par rapport aux atomes. Et justement, là, on rejoint aussi les pensées, philosophies asiatiques de l'éveil avec la notion de souffle, on va en parler un petit peu après, et cette notion qu'on a longtemps traduit par vide en fait en France et qui n'est pas vide justement, qu'on traduit maintenant par vacuité. Je ne suis pas toujours non plus à l'aise avec ce terme, mais en fait c'est quand même mieux que vide. Mais j'ai trouvé que votre exemple là, avec l'atome et la part de vide et les électrons en mouvement et tout ça, que c'était vraiment une belle image qui nous permettait d'avoir une idée de ça. Oui, tout à l'heure quand je parlais du rapprochement qu'on pouvait faire entre les philosophies de l'éveil, par exemple, et les découvertes des astrophysiciens, il y a cet exemple du vide et du plein que vous évoquez. Les bouddhistes disent que le vide est plein et que le plein est vide. Et nous, occidentaux, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être on aurait cette idée de comprendre qu'effectivement, les choses ne sont pas pures, mais contiennent toujours un petit peu leur opposé en elles-mêmes. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce qu'on observe, c'est complété chez ces philosophies de l'éveil par cette idée que le vide, en fait, est traversé. Ce n'est pas le néant. Nous, dans notre culture occidentale et religieuse, on a confondu le vide et le néant. Donc le vide, il n'y a rien. Mais s'il n'y avait rien entre vous et moi, il n'y aurait pas s'il n'y avait pas ce vide, on serait collés l'une l'autre. Et donc le vide, c'est quelque chose qui est empli du souffle. C'est par ce souffle-là, c'est le souffle qui traverse le vide, qui relie les éléments et qui fait que les éléments tiennent. Et les astrophysiciens montrent que dans l'univers, le vide, sous-entendu quelque chose qui ne contiendrait rien, n'existe pas. Il y a toujours une énergie minimale qui est là et qu'en fait, le vide est empli de mouvement. Il n'y a que du mouvement, que de l'énergie qui maintient ce vide-là. Et par ailleurs, la matière, qui pour nous vraiment est du plein, et que l'atome, qui est cet élément de matière, en fait, contient à 99,999, donc il y a 15 9 après la virgule, % de vide. Et qu'en fait, c'est les électrons dans leur mouvement, dans leur énergie, qui maintiennent la matière. Et finalement, tous les objets que l'on a, c'est que du vide qui est relié par un peu de matière en mouvement. Et c'est ce qui fait dire
que, c'est cette phrase d'Einstein, que la matière est énergie. C'est d'abord de l'énergie. Et cette idée que la matière, le vide, l'espace est de l'énergie, on la retrouve développée dans ces philosophies asiatiques où le souffle a un rôle primordial. C'est cette énergie, ce va-et-vient entre vous et moi, entre les choses, l'ensemble du vivant. Et donc, voilà un exemple qui montre que, en fait, la nature n'est que du mouvement. La vie n'est que du mouvement. La vie n'est jamais arrêtée, elle n'est pas figée. Elle est justement qu'énergie et que l'énergie traverse tout. Et donc, tout est amené à être en perpétuelle évolution, à changer, à se transformer. Et nous-mêmes qui avons l'impression d'être toujours nous-mêmes, nous sommes que du mouvement, que de l'évolution sans cesse. Alors c'est infime, on ne le perçoit pas, mais tout bouge, tout est en mouvement. Et dans cette même lignée, il y a aussi, qu'on retrouve chez Einstein et dans les philosophies asiatiques, cette idée que dans ce qu'on appelle vide et qui ne l'est pas, donc, c'est aussi plein de potentialités. Ah oui, parce que cette idée-là, elle est très réjouissante, je trouve. Oui, je la trouve fabuleuse parce que, alors c'est là que ça devient difficile parfois de suivre les scientifiques, et je trouve que le grand regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas une culture scientifique populaire beaucoup plus importante pour comprendre et pour avoir ça en nous, en fait. C'est que y a des particules, ce qu'on appelle des particules virtuelles, sauf que ces particules virtuelles, elles ont un rôle extrêmement réel. C'est d'ailleurs les particules virtuelles qui permettent qui transmettent l'énergie nucléaire forte. On a cette énergie nucléaire forte, et ça montre bien que le virtuel, il y a une puissance du virtuel, une puissance extrême du virtuel. Pas le virtuel d'Internet, hein. Là on parle de ce virtuel... Et quand bien même, parce que le virtuel d'Internet, en fait, permet de nous mettre en relation, et de cette relation, c'est à nous de transformer cette relation pour en faire quelque chose d'extrêmement fort. D'ailleurs, peut-être la mobilisation qu'il y a eu pour les Gilets jaunes, qui a d'abord été une mobilisation qui est passée par Internet, elle montre aussi comment le virtuel peut avoir une force de transformation du réel. Et tout le mouvement de la jeunesse pour le climat, beaucoup passé aussi par les réseaux sociaux. Par le virtuel. Et alors donc justement, le rythme, le battement de la vie, le souffle, là aussi vous nous rappelez que l'on peut s'étonner de voir l'importance accordée à ce souffle dans la pensée, la philosophie, la médecine aussi chinoise. Et nous, c'est quasiment inexistant cette notion ici en Occident. Ça peut même être nié, je dirais. En tout cas, on l'a perdu de vue, parce que cette idée de souffle, elle est extrêmement importante, parce que c'est ce qui nous maintient en vie. C'est à travers le souffle que la vie existe. Et puis c'est aussi, il y a ce souffle cosmique qui nous vient, cette lumière, tout ce que le soleil apporte sur notre planète. Ça, c'est du souffle. En fait, du souffle cosmique, c'est cette énergie qui existe dans l'univers et qui maintient l'univers. L'univers n'est pas fixe, il est en expansion. Donc, il y a cette énergie qui bouge, qui anime les éléments. Et le souffle, il est à la fois aussi cette production de l'atmosphère, cette air que je respire, qui est l'air, le souffle des autres vivants. Les plantes produisent cette atmosphère qui vient en moi, qui me nourrit d'oxygène, qui est mon souffle, que je vais propulser à l'extérieur de moi, redonner au tout vivant qui se nourrit, etc. Et puis le souffle, c'est aussi cette capacité d'endurance que j'ai pour affronter la vie, pour évoluer. C'est mon énergie vitale. C'est aussi ce qui fait battre mon cœur, ce qui fait battre mon rythme, c'est ce qui me donne mon propre rythme. Et ça, on l'a vraiment perdu dans notre civilisation et notre manière de vivre, qui est là la civilisation de la mondialisation. C'est le rythme de la mondialisation qui est un rythme unique pour tout le monde. Et cette imposition de l'heure, du temps
heure, qui est l'imposition en fait de l'heure du salariat, de la cadence. C'est le taylorisme, c'est le développement de cette industrialisation du rapport au monde. En plus, ce temps, ce rythme se réduit de plus en plus. On est dans l'urgence, dans le tout de suite, dans l'immédiat. On n'arrive même pas à voir à ce qui vient après l'urgence. Et ça, on le fait et ça nuit aussi notre propre rythme. On a tous notre petite musique interne et notre rythme. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui fait qu'on a l'impression d'étouffer. Les burn-out, les dépressions. Oui. C'est des points de rupture. Exactement. Oui. Et c'est le fait de ne pas pouvoir être qui l'on est, de ne pas pouvoir raisonner, en fait, de ne pas pouvoir nous donner au monde dans notre propre rythme et de raisonner à ce que nous sommes et à qui nous sommes nous-mêmes. Et je crois que cette notion de souffle et de rythme, elle est extrêmement importante. On la retrouve, elle est très présente dans l'art et dans la sculpture africaine. Et là, j'ai beaucoup appris en lisant Senghor, en voyant où il explique que, par exemple, la statuaire, les statues dans l'art africain ne sont pas une représentation du réel, mais une représentation du souffle et du rythme qui traverse l'univers. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement fécond, je trouve, d'avoir cette approche-là. Et tout à l'heure, je disais que j'ai beaucoup appris et que j'ai toujours voulu aller chercher ailleurs parce que je trouve que là, j'ai une réponse, en tout cas, j'ai une proposition qui répond à mes propres préoccupations et qui me montre aussi comment est-ce que cette notion du souffle et de rythme, je peux la réinvestir pour me réapproprier ce que je suis et retrouver mon propre rythme. C'est vital, c'est le cas de le dire, on emploie cette expression, mais ce que vous dites là par rapport au statut, ça m'a vraiment frappé, j'ai trouvé ça tellement important et triste aussi en même temps, je trouvais. Quand j'ai fait une interview au début de So Sweet Planet de Phil Winsor sur la restitution du patrimoine africain, et donc je m'étais un peu plongée dans toute cette problématique. Et en fait, ce qui me frappait, c'était que ici, par rapport à est-ce que l'on rend ou pas des objets d'art, par exemple, qui devraient retourner en Afrique, et donc les résistances que ça a pu susciter, mais en fait, il y avait une telle différence de discours, comme si je comprenais bien que ici, des personnes politiques qui ne sont pas du tout dans cet univers et qui n'ont même pas l'information que l'approche de cette statue pour quelqu'un en Afrique, c'est ce que vous disiez, qui est tellement loin de l'objet auquel on réduisait ces objets, est-ce qu'on les a appelés comme ça ? Parce que nous, on les a réduits en objets inanimés, alors que là-bas, ce sont vraiment des objets traversés par une force vitale, emplis d'énergie, et qui font la plupart du temps partie d'un processus de régénération du vivant. Et donc, on est dans une dimension et une lecture complètement différente. Du coup, le dialogue c'était vraiment curieux, je trouvais, d'assister à ça. Après, bon, je pense que dans des dialogues plus approfondis, je pense que Phil Winsor a pu apporter aussi toute cette connaissance-là, mais enfin, même les papiers qu'on pouvait lire dans la presse française sur le sujet, on voyait bien que ceux qui écrivaient étaient souvent... Les lectures ne sont pas les mêmes, Oui, étaient vraiment enfermés dans leur seule lecture et n'imaginaient même pas que de l'autre côté, la lecture pouvait être différente. Bon, donc, opposer droit humain et droit de la nature vous paraît être un non-sens. Vous écrivez, page 91, le droit à un environnement sain devrait être considéré comme l'un des droits humains les plus fondamentaux, et vous mentionnez des scientifiques qui ont exposé récemment le lien existant entre l'agriculture intensive, l'extension des terres agricoles, la destruction de la biodiversité et d'habitats, la déforestation, mais aussi la pollution et l'apparition de zoonoses. Donc, ces scientifiques que Marie-Monique Robin a interviewés dans son excellent livre « La fabrique des pandémies » lui ont confié être bien déprimés de parler dans le désert, et certains, comme Bob Wallace que vous citez, mettent clairement en cause le système capitaliste, ce système qui est aujourd'hui responsable de tellement de maux sur notre planète, maux MAUX, ce système qui semble indéboulonnable. Est-ce que vous avez une idée de votre approche très large ? Est-ce que vous avez une idée de par quoi on pourrait le remplacer ? Parce que là, il y a beaucoup d'attaques sur ce système. On commence à être nombreux à être d'accord sur le fait qu'il va falloir passer à autre chose. Mais est-ce qu'il émerge d'autres choses
possible pour le remplacer, pour vraiment penser à la suite? Juste avant de répondre ça, je voudrais dire qu'il faut absolument penser la fin de ce système-là. Et ce qui, moi, m'étonne, me frappe, c'est qu'on est capable d'avoir un discours qui envisage tout à fait la possibilité de la fin de l'homme, en disant que la crise écologique va petit à petit mener à la disparition de l'humanité, et qu'on sait que la planète va survivre à l'humanité, et en même temps, on est incapable de penser la fin du système économique qu'a inventé cette humanité. Et je trouve que là, c'est un échec de notre raison, en fait, de refuser de penser la fin de ce système économique. On voit très bien, effectivement, comme vous le soulignez, il y a des contestations toujours plus nombreuses sur le plan économique, écologique, même culturel, par rapport à cette mondialisation et ce système économique. Et on a du mal aussi à faire le lien avec ces différents mouvements protestataires. Mais en même temps, ce qui, moi, me semble réjouissant, c'est d'observer qu'un peu partout, il y a des tentatives, en fait, de vivre autrement, et que ces tentatives, elles se font aux marges, et que ce sont des lieux d'exploration, des espèces de laboratoires. On peut penser aux ZAD, et ce qui était tout à fait intéressant avec l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'à la fois il y a une production réflexive, théorique, mais aussi une manière de vouloir concrètement habiter le monde différemment. Et ça, ces expériences-là, elles sont de plus en plus nombreuses, et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont importantes parce qu'elles permettent de travailler par le bas et de travailler les imaginaires. Et ce dont on a besoin tout de suite, c'est de changer nos imaginaires pour voir comment est-ce qu'on peut résister à ce modèle-là. Je pense que les solutions, elles ne viendront pas d'en haut. C'est-à-dire que en fait, ces révolutions qui viennent d'en haut et surplombantes, elles ne fonctionnent pas. Elles ont entraîné des échecs, même si, sur le moment, elles ont permis l'acquisition de nouveaux droits sociaux, de nouveaux droits humains. C'est indéniable. Mais pour changer de fond en comble, il faut aussi changer nos imaginaires. Et c'est par nos imaginaires-là qu'on peut faire ce travail de révolte, de confrontation, de refus, qui est en fait un travail de refus de continuer à vivre de la même manière. Et juste pour terminer là-dessus, que les solutions, elles seront différentes suivant les lieux. Il n'y a pas une seule solution pour toute la planète. Et le mot universel aussi mériterait une petite révision. On en dit quelques mots? Oui, bien sûr. Je l'ai abordé tout à l'heure. La question de l'universel, elle est importante parce que elle est mobilisée aujourd'hui dans le contexte français, et en fin de compte, dans une sorte de dialogue de sourds, j'ai envie de dire, alors qu'il me semble que les critiques de l'universel et les défenses de l'universel, en fait, se rejoignent sur cette même idée qu'il faut viser à cet universel-là. Sauf que pour certains, cet universel-là existerait déjà, et que d'autres montrent que, en fait, il est améliorable, et que pour prendre en compte toutes les différences et pour justement travailler à cet universel qui prend en compte toutes les richesses du monde sans vouloir les supprimer. Et cet universel, on sait que les critiques de l'universel, en fait, elles datent pas d'aujourd'hui, mais déjà en 1953, Merleau-Ponty, dans Éloge de la philosophie, contestait cet universel en disant c'est un universel de surplomb vertical qui s'impose de haut pour dire en fait comment est-ce qu'on doit vivre, quel type de civilisation on doit mettre en place. Et c'est au nom de cet universel que s'est fait la mission civilisatrice de la colonisation. Il s'agissait d'exporter son propre modèle de civilisation, c'est-à-dire son économie, sa culture, mais aussi sa religion. Et on demandait au peuple colonisé de se convertir. Et même notre histoire. Et notre histoire. Faisait apprendre notre histoire de France. Tout à fait. Et donc, il n'y avait qu'une histoire, qu'une manière d'être au monde. C'était cet universel-là, qui était aussi cet universel républicain qu'on entendait imposer. Et puis, Merleau-Ponty dit il y a un autre universel. Il y a un universel latéral, horizontal, qui est riche de tous les particuliers, qui rassemble toutes les différences et qui se construit dans le respect et la considération de l'autre. Et donc cet universel-là, en fait, est-ce que peut-être les latinos
appelle un pluriversel, c'est-à-dire qu'il est composé du pluriel qui fait toute la richesse de l'universel. Des mots reviennent souvent dans vos pages. Certains, on en a déjà parlé, résonance, vibration, poésie, fécond, tout vivant, interdépendance, musique aussi. Quelle place a la musique et l'art en général dans tout ça ? Je trouve que cette nouvelle manière ou en tout cas cette autre, c'est plus précis, cette autre manière d'habiter le monde, pour moi, elle repose sur une poétique. Elle repose sur une manière d'être au monde qui prend en considération tout ce qu'il y a autour de soi, et prend en considération ce que l'on est aussi, et c'est cette manière de vouloir entrer en résonance et de vibrer avec le monde. Or, cette manière de vouloir vibrer avec le monde, d'entrer en résonance avec le monde et de résonner, de vibrer au monde, je crois que c'est le propre de l'art qui nous invite à nous projeter dans le monde pour vibrer avec le monde et pour aussi aller au-delà en fait de vibrer avec le cosmos. Et je trouve qu'il y a des pratiques de la danse ou de la musique qui justement nous permettent de nous relier par la vibration et la résonance à cet être au cosmos. J'ai envie de dire non plus seulement cet être au monde, mais cet être au cosmos. Oui. Et vous évoquez, donc on en a parlé un peu plus tôt, l'importance de se soucier d'eux, être attentif, le fameux care, suivi d'un passage aussi très intéressant sur les traces laissées au niveau cellulaire par l'histoire. Donc vous mentionnez que l'on a découvert qu'il y a effectivement des blessures biologiques. Oui, il y a en fait c'est les avancées des scientifiques dans le domaine de l'épigénétique qui montrent que l'on est extrêmement sensible à notre environnement, qui est notre environnement naturel, mais aussi social, économique, historique, et que en fait cet environnement joue non pas sur nos gènes, mais sur la manière dont nos gènes fonctionnent. Et qu'en fait, finalement, il n'y a pas de déterminisme, même au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que certes, on a des gènes, mais le fonctionnement de ces gènes peut être amené à évoluer, à être détérioré par les conditions de notre environnement. Et des études ont été faites pour montrer que les blessures, les traumas, en fait, les traumas qui sont liés à l'histoire, aux guerres, mais aussi on peut l'imaginer à l'esclavage, aux phénomènes de migration qui sont des migrations extrêmement difficiles et violentes, ont modifié le fonctionnement de ces gènes. Et des études scientifiques ont montré que des enfants de femmes qui ont assisté soit au génocide des Tutsis au Rwanda, soit qui ont assisté à l'effondrement des Twin Towers, sont aujourd'hui dans des états de stress post-traumatique alors qu'ils n'ont pas vécu ces événements-là. Et d'autres études montrent que... Donc ça passe d'une génération à l'autre. Oui, il y a une mémoire du corps. En fait, il y a une mémoire corporelle, une mémoire du corps qui se transmet et qu'on transmet on transmet le traumatisme et on transmet le dysfonctionnement des gènes. Et la question est de savoir si le trauma qui modifie ce fonctionnement génétique, comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut résoudre ce dysfonctionnement. Et une des suppositions que j'ai envie de dire qu'on pourrait faire, c'est que l'amour et le soin permettent de réparer ce dysfonctionnement-là. Mais ça interroge beaucoup sur des populations qui, de génération en génération, ont connu la mise en esclavage, la domination, la précarité extrême, une précarité existentielle extrême sur la modification des corps et du fonctionnement génétique de ces populations-là. Et on sait que de manière générale, par exemple, un nouveau-né afro-américain aux États-Unis pèse 500 grammes de moins qu'un nouveau-né européano-américain aux États-Unis. Et il y a des études qui se font là-dessus pour voir en quoi cet héritage historique modifie et marque les corps. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a deux aspects, moi, qui m'ont vraiment intéressée dans cette histoire. C'est le fait que ça fait longtemps qu'on entend parler de
traces qu'on pourrait porter des générations précédentes, mais je ne savais pas qu'au niveau scientifique, on avait vraiment vu quelles étaient ces traces au niveau des gènes. Et la deuxième chose que je trouve plutôt réjouissante, c'est que vous dites que rien n'est définitif, en fait, que l'on peut réparer. Oui, alors pour l'instant, les scientifiques observent qu'on peut le réparer, mais je crois qu'ils ne savent pas encore pleinement comment fonctionne la réparation, le soin. Et voilà, il y a tout un pan aujourd'hui de la recherche scientifique qui travaille sur ces questions-là. Mais là encore, c'est intéressant parce que cette histoire de mémoire corporelle et du fait que le trauma marque les corps, cette idée-là, elle est extrêmement présente dans une approche qu'on qualifierait plus de chamanique ou de médium, etc. Or, la science aujourd'hui donne les preuves scientifiques de ce qu'on pouvait savoir par ailleurs dans d'autres cultures ou d'autres approches. Même au sein de la culture européenne, il y a des approches chamaniques ou de médiums qui disent cela. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment on a différentes rationalités qui, en fin de compte, disent la même chose. Et ça, ce sont des pratiques aussi dont on s'est moqué pendant longtemps. Donc, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la science, finalement, vient donner du crédit. Et alors, finalement, il y a donc, vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est un mot qui est devenu obsolète, voire désuet, qu'on n'ose plus prononcer, c'est le mot amour. L'amour avec un grand A, pas l'amour passionnel des séries télé. Cet amour-là, alors là, j'ai l'impression qu'il a complètement disparu des radars. On n'en parle pas, on l'évoque pas. Voilà, on n'ose plus. Ça a une connotation religieuse, aussi. Mystique, que dans notre société, qui est une société qui a perdu son rapport à la religion et qui est devenue séculaire, laïque, effectivement, on ne parle plus d'amour. Et puis, c'est une notion aussi qui a été un peu ringardisée, mais aussi, j'ai envie de dire, comme tout ce qui est parfois identifié au féminin, comme le soin, l'attention, qui seraient des attitudes féminines. Et je crois que c'est aussi, pour la question de l'amour, c'est cette désacralisation de nos sociétés qui fait qu'il y a... Voilà, on a identifié cette notion comme étant une notion religieuse, catholique, et qu'on n'y fait plus beaucoup appel. Mais je crois que si on veut réfléchir sur ce qui fait qu'on a envie d'habiter le monde ensemble, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller vers l'autre, que je veux l'accueillir, que je suis capable de m'ouvrir à lui, que j'ai envie d'entrer en résonance aussi avec le cosmos, avec tout ce qui m'entoure. Même la base de l'amitié, c'est l'amour. L'amitié est une forme à minima d'amour. Et cette idée de l'amour, c'est cette idée d'être en résonance avec le cosmos. Et il y a cette approche dans la méditation, cette idée de joie méditative, qui est vraiment une idée d'amour, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où quand vous coïncidez pleinement avec l'univers, avec ce qui vous entoure, alors là, vous n'êtes plus que joie et en fait, vous êtes amour. Et la vie, vivre, c'est aimer. Vivre pleinement, c'est aimer. C'est être dans l'amour. C'est Victor Hugo, je crois. Ah non, il disait aimer, c'est agir. C'est un petit peu différent. C'est un peu différent, mais je crois que réellement être vivant et devenir vivant, c'est aimer. C'est une belle conclusion, peut-être. Oui, peut-être. En fait, je ne sais pas. J'avais envie de terminer, moi, en vous demandant de lire cet extrait-là. C'est un extrait, un petit extrait de votre livre qui, à la fois résume et en même temps ouvre. L'éveil n'est pas une prédisposition. C'est une attitude à endosser et à développer, un travail sur soi pour faire taire l'ego assourdissant et être à l'écoute du monde et du cosmos, entrer en résonance et en éveil pour être attentif à toutes les possibilités, au virtuel agissant, au futur possible, au possible ouvert, et j'aurais pu effectivement rajouter aimer. Un grand merci, Séverine Codjo-Granvaux, dans cette période compliquée. On a fait cette interview dans un salon où les tables, on ne peut pas s'asseoir à toutes les tables, il faut garder la distanciation. Nous sommes masqués, les micros ont des petites bonnettes antibactériennes. Malgré tout ça, donc je vous remercie d'être venu et de nous avoir parlé si bien et si profondément de votre livre « Devenir vivant », qui est donc paru aux éditions
Philippe Rey, que j'encourage tout le monde à lire parce que je trouve qu'en plus aujourd'hui, non seulement on a besoin de pistes pour l'avenir, et on a aussi besoin de choses qui font du bien pour se réparer un peu aussi, réparer ce vivant que nous sommes. Et j'invite tout le monde à lire ce très beau livre et un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Très bonne continuation. Merci à vous aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.